My name is Dennis Speed, and I'm substituting right now for Anastasia. Donc, il dit bonjour, je suis Denis Speed, je suis le co-modérateur de cette coalition internationale pour la paix. C'est une semaine assez importante avec ce qui s'est passé avec les élections américaines. Le, le nouveau président américain a dit qu'il a parlé à 70 leaders internationaux depuis le début de la semaine, depuis jeudi en fait, et il a pris il y a des choses importantes par rapport à l'Ukraine. Cette proposition, c'est important. Cette coalition internationale pour la paix a toujours essayé de d'insister donc que tout événement, il n'y a pas d'événement dominant, même si c'est cette élection, par exemple, parce que l'élément dominant, c'est la paix ou la guerre. Nous avons donc commencé cette coalition internationale pour la paix il y a donc déjà plus d'un an pour unir des gens au-delà de leurs différences d'idéologie, sur différentes considérations. Nous avons réuni cette coalition pour la paix pour agir pour la paix. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc commencer par une présentation par la personne qui a inspiré cette coalition internationale pour la paix. Elle est aussi présidente et fondatrice de l'Institut Schiller. Helga Zepp-Larouche a maintenant la parole. Bonjour à tous. En effet, dans les récents jours, il y a beaucoup d'événements et le 6 novembre sera dans l'histoire comme une pierre angulaire. Ce n'a pas juste été le jour où Trump a été réuni comme président des États-Unis, mais vous avez aussi eu l'effondrement de la street light, de la coalition aux élections allemandes. Cela a beaucoup à voir avec la question de la, de la paix et de la guerre. Ce que Trump a dit, c'est qu'il arrêterait la guerre, ne pas en commencer de nouvelles. Il est certain que pour l'instant, ça fait une situation de ralentissement de la machine de guerre. Il y a des gens en panique dans cette machine de guerre. Et en fait, on attend de voir ce qui va se passer par rapport. Il y en a qui veulent essayer de faire justement avancer le conflit, aggraver le conflit avant qu'il arrive en poste. Et donc, ça sera beaucoup déterminé ce qu'il fera par le genre de cabinet qu'il aura. Est-ce que ce sera des gens qui vont essayer de soutenir son agenda de mettre fin aux guerres, ou est-ce que, au contraire, comme dans la précédente administration qu'il a eue, il y avait aussi des gens qui faisaient partie du camp des néocons avec lui. Et comme Denis l'a dit, cela ne dépend pas uniquement de la situation domestique américaine, car nous sommes dans une période de changement absolument tectonique dans la situation stratégique. Et avant que je dise quelques mots là-dessus, je vais tout d'abord dire par rapport à l'effondrement du gouvernement allemand, c'est un développement très positif. Il n'est pas encore complètement fini parce que Scholz a dit qu'il veut décaler le vote de confiance au 15 janvier. Il y a beaucoup d'opposition qui demandent à ce que cela soit voté au début de la semaine prochaine. C'est très positif parce que c'est le pire des gouvernements que l'Allemagne n'ait jamais eu dans la période d'après-guerre. Scholz a viré le ministre des Finances Lindner et la question supposée, c'était que Lindner avait demandé, non, que Scholz avait demandé que Lindner euh, serait
il a demandé que Lindner mette son accord à l'envoi d'argent à l'Ukraine. Et il y a une dynamique interne, c'est trop court pour en parler de tout, mais Lindner est pas quelqu'un qui est un ange de paix, parce qu'il voulait envoyer les missiles Taurus à l'Ukraine, mais le ton était, c'était comme si, c'était comme si on avait des marchands de poissons, comme on dit, qui se battent sur le marché, le ton de leurs échanges. Pourquoi je dis que c'est le pire gouvernement que l'Allemagne n'ait jamais eu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Parce que sous ce gouvernement Scholz, l'économie allemande est en chute libre. Scholz a vraiment échoué à protéger la population allemande contre le sabotage du pipeline Nord Stream qui a mené du gaz à bas coût de Russie pour l'économie allemande. C'était le moteur principal de la raison pour laquelle l'économie allemande allait assez bien. Et en résultat de la couverture, on ne peut appeler ça qu'une couverture, parce que Seymour Hersh a présenté une hypothèse très crédible de qui était derrière la destruction de Nord Stream. Et maintenant, l'Allemagne doit payer des prix de l'énergie 6 fois plus chers que celui des États-Unis et est forcée d'acheter du gaz liquéfié venant de Shell aux États-Unis. Et cela fait plonger l'économie allemande dans une chute. Ensuite, naturellement, il y a aussi la question du cannabis qu'ils ont légalisé. On le voit en Hollande et aux États-Unis, ce qu'une légalisation de la drogue produit sur l'augmentation du taux de criminalité et les effets cognitifs, particulièrement sur les jeunes gens. Naturellement, également, ils ont aussi fait une législation pour la loi d'autodétermination, qui veut dire que maintenant, tout enfant à partir de 14 ans peut changer son genre 1 fois par an en faisant juste une demande, en exprimant son désir de le faire. C'est complètement à l'encontre du bien-être des enfants. Je pourrais faire une longue liste, mais donc juste pour vous donner quelques exemples, c'est un gouvernement dont le seul mérite, c'est que Scholz, jusqu'à maintenant, a empêché la livraison des Taurus, a empêché qu'ils soient livrés à l'Ukraine. Et l'alternative des chanceliers, les candidats de la chancellerie de l'opposition de la CDU, Friedrich Merz, a fait un discours le 11 octobre au Parlement où il a dit qu'il est en faveur de donner un ultimatum de 24 heures à la Russie pour arrêter leur invasion en Russie. Sinon, les missiles Taurus seront envoyés en Ukraine pour attaquer les lignes de soutien logistique russe à l'intérieur du territoire russe. Il y a aussi Roderich Kiesewetter qui a dit de nombreuses fois qu'il faut aller amener la guerre en profondeur en Russie, il faut détruire les ministères, les bases aériennes. Donc, l'Allemagne n'est pas encore sortie des problèmes, même si ce gouvernement s'effondre. Parce que la question, c'est qu'est-ce qui va arriver après? Les va-t-en-guerre dans, du côté des atlantistes, si on regarde l'administration Baerbock, le gouvernement britannique, les think tanks, ils demandent tous d'envoyer toutes les armes possibles avant que Trump arrive. C'est en contraste total à ce que la majorité du monde euh, à Kazan, il y avait une représentation de la population mondiale très, très grande.
qui représentait 57% de la population mondiale, pour aller dans une direction totalement différente, avec des gens qui veulent bâtir un nouvel ordre basé sur les 5 principes de non-interférence, sur l'égalité entre tous. Et c'est une dynamique totalement différente de la dynamique actuelle. Je veux insister sur un discours du président Poutine sur à la discussion du forum de Valdai qui a lieu tous les ans, où ils ont toujours des discussions sur l'ordre de sécurité. Et Poutine a fait un discours vraiment très remarquable. Et une citation, je vais faire une citation et je vous encourage à écouter l'ensemble du discours plus tard après cette rencontre, parce que c'est un discours vraiment remarquable. Poutine a commencé en disant, il a dit, nous sommes témoins de la création d'un nouvel ordre mondial complètement différent, rien que nous ayons eu par le passé, que ce soit Westphalie ou Yalta, de nouvelles nations s'élèvent, deviennent de plus en plus conscientes de leur intérêt, de leur identité, de leurs valeurs, la défense de leur identité. Ils insistent pour poursuivre l'objectif du développement et de la justice. En même temps, les sociétés sont confrontées avec une multitude de challenges, de défis, avec des changements technologiques qui peuvent résoudre Il y a euh, des désastres écologiques qui peuvent être résolus pour tous, grâce à cela et d'autres choses. Aujourd'hui, ce changement est irréversible et l'ancien système est déjà par terre. Il y a une bataille irréconciliable entre le développement pour le développement d'un nouveau monde qui est avec l'ancien système, parce que une bataille pour l'influence ce n'est pas une bataille pour le pouvoir, une bataille qui va déterminer la vie des gens. Cela- le savoir si ça va fonctionner, ça va montrer si nous sommes capables ou non de créer un monde qui permette à toutes les nations de se développer et de résoudre les contradictions et qui pourra être basé sur le respect des différentes cultures sans utilisation de la force. Et est-ce que la société humaine pourra garder ses principes éthiques? Est-ce que les individus pourront rester humains? Et cela se peut apparaître qu'il n'y a pas d'alternative, en fait. Mais il y a une alternative au problème d'aujourd'hui pour agir contre l'anarchie et contre le monde qui veut attaquer les traditions et qui veut attaquer les principes de la démocratie et de la liberté. J'ai auparavant dit que nous avions atteint des lignes rouges. L'Occident dit qu'ils veulent infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est le pays qui a le plus grand arsenal nucléaire. L'aventurisme fou de certains politiciens occidentaux, ils sont aveugles et ils pensent ils veulent être impunis et cela peut amener à une catastrophe globale. Ils veulent agir en impunité. Dans ce contexte, je veux insister encore une fois, contrairement à nos partenaires, nous ne voyons pas la civilisation occidentale comme comme une opposition, comme étant opposition. Nous ne sommes pas dans l'idée de est-ce que vous êtes avec nous, sinon vous êtes contre nous, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nous ne voulons pas imposer notre vision. Notre objectif, c'est d'avoir quelque chose d'ouvert. Et il réitère les principes que la Russie soutient en termes de la nouvelle architecture. Ensuite, il termine avec ce qui suit. Il dit l'émergence des nations et des cultures qui ont auparavant été à la périphérie de la politique globale pour une raison ou une autre. Cela veut dire que leurs différentes idées jouent un rôle
de plus en plus importants. Ils sont divers. Ça peut donner une impression de discorde et de cacophonie, mais ce n'est que la phase initiale. C'est ma conviction profonde que ce nouveau système international est un système qui, avec la polyphonie où différents tons peuvent ensuite agir ensemble pour former une harmonie. Nous arrivons donc à un système qui pourra être polyphonique plutôt que polycentrique, où toutes les voix sont entendues, et le plus important, c'est qu'elles doivent être entendues. Ceux qui sont habitués à agir en solo vont devoir être habitués à cette nouvelle dynamique. Et je pense que c'est une très belle métaphore pour le genre de système mondial qui est qui est sur le point d'être créé. Et j'ai dit auparavant, et nous avons déjà discuté de cela dans ce programme, que, que la question de la paix, ce n'est pas juste une question de ne pas avoir la guerre, mais nous devons travailler pour éliminer les raisons qui sous-tendent la confrontation géopolitique et le fait que certaines nations pensent avoir la légitimité d'imposer leur vision sur d'autres nations. La géopolitique a été la cause de deux guerres mondiales au XXe siècle et nous devons faire un saut gigantesque dans le développement historique de l'humanité. Nous devons aller vers un nouveau paradigme où nous aurons une humanité qui sera mise en premier et que les intérêts nationaux sont seulement légitimes s'ils sont en cohérence avec l'intérêt de l'humanité comme un tout. C'est la seule façon de résoudre la crise des migrants, l'inégalité qui pousse les gens à aller par millions, à essayer de quitter leur pays et de partir dans des pays où ils espèrent avoir une meilleure vie pour survivre. C'est la raison pour laquelle la Méditerranée est devenue, est devenue un cimetière plutôt qu'un endroit où les gens vont se baigner. Et le mur mexicain est devenu un lieu aussi où beaucoup de gens sont, sont, sont morts dans leur trajet pour essayer de le traverser. Et et donc, on ne peut pas rester dans un statu quo où seulement quelques personnes restent en bonne santé, riches, certains très riches, mais où la majorité globale reste pauvre. Nous devons aller vers un système où chaque nation sur la planète a le droit à son propre développement. Et la seule façon que puissions éviter la Troisième Guerre mondiale, c'est de faire en sorte que les pays de l'Occident collectif travaillent avec les BRICS pour le développement du Sud global. Ainsi, nous pourrons faire en sorte que chaque nation puisse prospérer. Je pense que c'est bien plus proche d'avoir lieu que ce que les gens pensent. Je viens d'avoir l'information que à la visite d'État du président italien Mattarella, visite d'État, il a exprimé un grand intérêt à rejoindre ce nouveau système émergent qui est libre d'oligarchie, libre d'impérialisme. Donc, il y a maintenant à Budapest une rencontre de l'Union européenne. Certains pays européens, la Slovaquie et la Hongrie, sont en total soutien à ce nouveau système émergent. Des, il y a un pays qui fait pas partie de l'Union européenne, la Serbie, qui est également complètement avec ce nouveau système. Et donc, comme je l'ai dit, le président Mattarella exprime ce genre de potentiel. Et dans chaque nation européenne, il y a des partis et des institutions qui sont en faveur également. Donc, si l'administration Trump devient vraiment une force de paix, dans ma vision, cela dépendra uniquement de qu'est-ce que sera. Donc, la question, c'est la chose importante, c'est quelle sera justement l'administration la- 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 quelle sera la réaction de l'administration Trump à ce Sud global. Et le Sud global n'était pas de la sorte
organisé quand Trump est parti de la Maison-Blanche la dernière fois. Et si le monde atteint ce nouveau système d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle architecture internationale de développement et de sécurité pour tout individu sur la planète, alors nous pouvons nous pouvons avoir un grand espoir que la paix peut arriver. Je veux en rester là pour l'instant. Merci beaucoup, Elga, pour ces remarques. Nous allons sans doute en reparler dans la discussion, notamment ce qui a été dit sur la polyphonie. Et on a forcément des idées sur les implications que cela a. Nous allons maintenant donner la parole à l'ancien président du Guyana. Il était avec nous à New York dans le meeting pour la paix et il a beaucoup de choses à dire. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont là dans ce beau meeting. Et je suis très heureux d'être là à chaque fois. Les élections aux États-Unis, je pense, ont un rôle, une influence très importante sur la situation internationale, comme Elga l'a mentionné, comme, euh, comme depuis que Trump a quitté sa présidence, les choses ont beaucoup changé. Je pense que cela nous offre à la fois de l'espoir et des inquiétudes. Il y a toujours des inquiétudes avec l'administration Trump. La zone avec le plus d'optimisme, je pense, c'est la possibilité de résoudre ces choses en Europe. Et donc cette guerre a créé beaucoup de guerres, des morts inutiles. Et Trump a montré un certain réalisme là-dessus. Cela me fait penser qu'il y a un peu d'optimisme qui est possible. Il a dit qu'il voulait arrêter cette guerre. L'autre aspect que sur la des précédentes présidences de Trump, bon ou mauvais, il a essayé de mettre en place ses promesses. Il a essayé de mettre en place ses promesses. S'il continue dans cette même veine, je pense que l'on peut être optimiste sur la possibilité d'avoir quelque chose de mieux en Europe également. Les autres choses importantes, l'autre sujet important qui nous inquiète tous, c'est le Moyen-Orient. Est-ce que le génocide va continuer? Si les règles, si l'administration Biden pense que, que Trump une, aura des changements et il peut y avoir autorisé Israël à aller encore plus vers la direction de la folie. Et déjà aussi, avant l'arrivée de Trump et toute la question dans différentes parties du monde, aussi Trump est parti avec une position très pro-Israël, mais il revient dans cette situation où la pression sur lui sera immense. Je ne pense pas qu'il peut éviter le fait qu'une majorité vaste du monde veut voir une fin à cette boucherie qui a lieu là-bas. Et, et donc, cela met une grande pression sur lui pour modifier certaines des positions qu'il a, qu'il a eues sur Israël. Et il a dû voir aussi que l'une des, des échecs de la campagne de Harris, c'est qu'on voyait qu'elle avait le soutien d'Israël. Elle, a- Elle avait le soutien d'Israël. Et je pense que cela était l'une d'un des facteurs qui a fait que beaucoup de gens auraient normalement voté
pour le Parti démocrate n'ont pas voté pour eux parce qu'ils ont vu que, que Kamala Harris est pour la guerre au Moyen-Orient. Donc, je pense que ces positions devront changer de ce qu'il avait auparavant. Je pense qu'il peut avoir beaucoup de pression sur lui, mais nous aurons une meilleure idée de la direction dans laquelle il ira bientôt, quand il commencera à, à choisir les gens qui seront dans son administration. Cela nous donnera une idée de la direction qu'il prendra dans certaines de ces questions très cruciales. Et il doit être inquiet de la question que soutenir Israël, cela veut dire soutenir le génocide. Donc, le secrétaire d'État qu'il choisira et le secrétaire à la Défense qu'il choisira nous donnera une idée de ce qu'on peut s'attendre dans le futur. L'autre question importante, c'est un grand problème. Biden n'a rien fait pour corriger cela. C'est sa relation avec la Chine, particulièrement sa relation économique avec la Chine. Il a mis beaucoup de taxes sur la Chine. Il pense avoir une mission pour arrêter la montée de la Chine et il voulait réduire le développement de la Chine et il pensait le faire avec des taxes de douane. La Chine a un grand développement, mais ils peuvent aussi faire des contre-pressions, des réactions s'il fait cela contre eux. On voit ce qui s'est passé avec le Canada, que le Canada a mis des grands tarifs douaniers sur les automobiles. Et ensuite, la Chine a ralenti son importation agricole du Canada. Si la Chine, si la Chine fait la même chose sur l'agriculture aux États-Unis, ça peut avoir un grand problème sur la communauté des agriculteurs aux États-Unis. Cela peut inquiéter tout président des États-Unis. Et la question sur les douanes, c'est ils peuvent perdre le Canada, mais le Canada, les États-Unis peuvent perdre des marchés en Chine qui iront pour la Russie, pour d'autres, des marchés notamment donc agricoles. Et donc, cela, cela, c'est une question importante sur l'attitude que Trump aura sur la Chine. Il y a la question des BRICS qui ont beaucoup avancé dans les 4 dernières années. Ils ont offert des perspectives contre le monde unipolaire. Les BRICS montrent que il y a une vision alternative pour faire les choses. Nous voyons l'impact dans le sud global, que l'impact ont les BRICS dans le sud global, l'Afrique, notamment, c'est parlant en Afrique, pour voir dans le Sahel, dans la région du Sahel en particulier, et beaucoup abandonnent les anciennes puissances coloniales, la France la- et la Grande-Bretagne, même les États-Unis, et ils vont vers la Russie et la Chine pour la sécurité et le développement. Et donc, il y a de nombreux problèmes, parmi eux, des problèmes de développement économique elle semble être donc être en train d'aller vers la Russie, de se tourner vers la Russie et la Chine. Et Trump n'a pas une très grande opinion de l'importance de l'Afrique. Il a, il a, il n'a pas montré cela, mais maintenant, ce qui se passe va le forcer à voir que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis et il doit
Il doit comprendre cela s'il veut maintenir le pouvoir et l'autorité des États-Unis. Il devra avoir une autre vision de cette relation avec l'Afrique, parce que l'influence des États-Unis réduit en Afrique, elle a baissé. Une autre zone sur laquelle je suis très pessimiste sur la présidence Trump, c'est la question de l'environnement. Il ne semble pas avoir une quelconque croyance dans le changement climatique. Il nie cela sur le changement climatique. Il nie la réalité de cette chose. Il ne pense pas qu'il devrait faire quoi que ce soit de différent sur la bataille contre le changement climatique. Il pense toujours qu'il peut agir seul avec garder les, fo- les ressources fossiles. Et quand il était au gouvernement, il n'a il n'a rien dit dans toute sa campagne qui me donne un espoir qu'il ait changé sa position euh, sur le changement climatique, sur l'environnement. C'est c'est la question, c'est des questions au niveau international. Je veux mentionner aussi quelque chose. C'est il, il a il a eu beaucoup plus de votes afro-américains et latino-américains que tout autre candidat du parti républicain. Républicain, on doit se demander pourquoi. Je pense que le parti démocrate a échoué a échoué auprès de ces Américains. Et je pense que le parti démocrate comme l'opposition, nous voyons que des gens de la campagne de Trump semblent avoir convaincu qu'ils vont leur donner une meilleure vie et qu'ils vont faire face à l'inflation. Et aussi, ils semblent avoir convaincu suffisamment de personnes des minorités aux États-Unis que la situation à la frontière est et affecte leur niveau de vie. Je pense que l'une des explications, je suis pas aux États-Unis, mais je pense que l'une des explications, c'est que les gens ont senti que, que hein, j'ai pas compris. Donc, je pense que c'est une leçon que le Parti démocrate devrait apprendre et il n'est pas trop tard pour eux pour changer cela, leur abandon de la classe travailleuse. Et les syndicats ont appelé à voter démocrate, mais les gens ne les ont pas suivis. J'ai entendu certaines personnes qui ont parlé de la classe blanche travailleuse, mais je pense que c'est à cause de la négligence du Parti démocrate qui, qui, qui a laissé cette classe travailleuse. C'est pour ça qu'ils sont allés vers Trump et ils ont leur dit que voter pour Clinton et Obama, la classe mais ils ont voté à l'époque pour eux, ça n'a pas marché, donc ils, ils ont voté Trump. Il faut voir que les démocrates ont abandonné la la classe travailleuse. Ce n'est pas la classe travailleuse qui a abandonné les démocrates, c'est les démocrates qui l'a abandonné. Je veux arrêter là parce que je pense que nous aurons encore beaucoup de temps pour regarder quand les choses se, vont se développer et nous pourrons, nous avons ici des gens très compétents pour parler de la situation.
Merci beaucoup, Président Ramotard. Nous aurons du temps pour parler de différentes choses. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'il y a des gens à travers le monde entier. Oui, en effet, les élections américaines sont importantes, mais nous allons maintenant aller dans un moment vers une discussion sur Gaza. Et nous allons parler de quelque chose que le sénateur Bernie Sanders a dit sur exactement le sujet que vous avez amené par rapport aux États-Unis. Il a dit, ce n'est pas une grande surprise qu'un parti démocrate qui a abandonné la classe travailleuse mais il pense que la classe travailleuse les a abandonnés. Aujourd'hui, malgré une opposition d'une majorité d'Américains, nous continuons à envoyer des milliards à la guerre de Netanyahou contre le peuple palestinien, qui a amené à une situation horrible, un désastre humanitaire, de malnutrition de masse, avec énormément d'enfants qui souffrent de ça. Et il y a des membres de la coalition internationale qui ont été, dans les derniers mois, qui ont travaillé avec différents individus, notamment le président promoteur qui, qui, euh, qui est qui, qui est un chirurgien ou ou un infirmier. Il devait faire une présentation à l'école de Columbia de médecine, mais ça a été annulé parce qu'il y a eu de la pression contre ce docteur promoteur qui a été accusé d'être antisémite, alors qu'en plus il est juif. Ce qui s'est passé, c'est que différentes personnes dans la coalition internationale pour la paix ont pris des actions pour nous assurer que cette rencontre puisse avoir lieu non loin de cet hôpital où il a pu parler et beaucoup de docteurs et d'étudiants d'infirmiers ont pu assister. Je vais maintenant, nous allons maintenant passer à une déclaration du docteur promoteur et du docteur Sidoua, qui était aussi avec lui à Gaza, qui est un chirurgien traumatologue californien, qui a travaillé en Ukraine, en Haïti, en République dominicaine, en Zimbabwe et à Gaza maintenant. Il a dit qu'il a une tuerie de masse là où il est, donc il doit faire face, donc il ne peut pas être là finalement. Et cela montre encore plus l'importance de ces individus. Ce sont des docteurs, ce ne sont pas des figures politiques. Ils ont commencé d'abord comme docteurs et leurs déclarations, ils semblent être politiques et, et ils viennent en fait de quelque part au-delà de la politique. C'est la question de la vie ou de la mort. Je veux introduire Isabelle Silo, qui est une étudiante à Mount Sinai, et elle a une déclaration du docteur Sidoua et d'elle-même sur ce processus et sur la nécessité pour nous de réaliser cela. Donc, c'est une situation horrible qu'il faut adresser. Et Isabelle, c'est à vous. Merci de m'avoir présenté. Je vais commencer par lire la déclaration du Dr. Sidwad. Bien que la lettre du personnel de la santé au président Biden a été couverte dans certains médias, y compris le New York Times, cette administration n'a jamais répondu à cette lettre, même pas avec une accusation de réception. La situation à Gaza, on peut résumer comme suit. Une énorme population qui est sans abri, déplacée sans cesse, beaucoup ayant des blessures graves, beaucoup avec des blessures psychologiques, vivant dans un pays sans système sanitaire, sans égouts, sans eau potable. Même avant les bombardements, les systèmes étaient très faibles, très pauvres. Beaucoup d'autres personnes vont donc mourir loin des yeux du monde, qui est apparemment heureux
dont son attention a été détournée par la victoire de Donald Trump. Personne ne sait comment l'administration Trump va réagir à ce qui se passe à Gaza, mais d'ici janvier, quand il prendra le pouvoir à la Maison-Blanche, beaucoup d'autres seront morts. Maintenant, quelques mots sur ma situation personnelle. J'ai un cloud à ma faculté avec une collègue à la faculté. Nous l'avons créé à cause du souhait de tant de personnes à l'hôpital de Mont Sinaï à New York de savoir ce qui se passe en Palestine actuellement. Notre groupe se tient à rester neutre et apolitique. Nous ne voulons pas prendre parti parce qu'il y a trop de personnes qui se sont rangées du côté d'Israël sans condition. Donc, notre but, c'est de promouvoir la cause de la justice pour les Palestiniens. Et c'est pour cela que la présentation avec le docteur Perlmutter avait été annulée et que le docteur même a été accusé d'antisémite, qu'il allait diffuser des propos haineux, alors que son propre objectif, c'est de faire savoir ce qu'il a vécu personnellement à Gaza. Les étudiants en médecine à travers le pays ont vu qu'il y a toute une répression de la liberté d'expression qui se développe. Et c'est particulièrement important chez les étudiants en médecine. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de jeunes étudiants en médecine qui ne vont jamais savoir ce qui se passe à Gaza actuellement. Et alors que c'est cela dont nous avons besoin au niveau de la médecine. Merci beaucoup, Isabelle. Je sais qu'il y aura des questions pour vous au cours de la période de discussion. Maintenant, je me tourne vers Diane Sayre, candidate au Sénat américain pour l'État de New York et qui avait pris la parole au même forum avec le Dr. Perlmutter et qui a suivi étroitement tout ce que Donald Ramota avait mentionné au niveau des élections. Alors, Diane participe non seulement à la Coalition internationale pour la paix, mais il a aussi organisé un rassemblement concert le 26 octobre avec le colonel Wilkerson, Ray McGovern, Scott Ritter était sur place aussi, Garland Nixon et d'autres qui se sont rassemblés à cette occasion, y compris avec José Vega, également candidat indépendant. Alors, je pense que ce que l'élection a démontré ici, c'est que la question principale parmi les Américains, c'est la guerre et le génocide, suivi de près par l'économie. Étant donné que les médias font partie avec les agences de renseignement, avec les géants de la défense, etc., il n'inclut pas la guerre et le génocide sur les questionnaires dans les sondages sur les préoccupations principales des citoyens. Dans l'État de New York, par exemple, on avait un sondage que sur les intentions de vote des électeurs et mon nom ne figurait même pas dans le questionnaire. Alors, je voulais partager aussi ce que le docteur Perlmutter a présenté, que nous avons, mon comité et celui de José Vega avait organisé.
Et le docteur avait dit que 47% de la population juive aux États-Unis croit, âgée de plus de 45, estime qu'il s'agit d'un génocide. 45%. Et je peux dire du point de vue de mon expérience personnelle, c'est que nous avons fait parler beaucoup avec les gens à Manhattan et même au début, au mois d'avril et de mai, au moment des signatures pour les pétitions. J'ai même été invitée à des synagogues et j'ai appris qu'il y avait une division 50-50 sur ceux qui étaient favorables à un cessez-le-feu à Gaza, etc. Nous avons tenu aussi un rassemblement devant le New York Times à Manhattan. Et il n'y avait qu'un seul passant qui osait affirmer que la situation à Gaza n'impliquait pas un génocide. Donc, je pense que la vérité commence à sortir. Les Américains ne veulent pas que le sang de centaines de milliers de personnes soit sur leurs mains. Il y a un maire quelque part qui est yéméni américain qui a endossé Trump pour président, qui a dit qu'il ne faut pas prendre pour acquis le vote de ceux qui s'opposent au génocide. Et ça, c'est tout à fait relevant pour la candidature de Kamala Harris. Il y aura aussi une campagne importante contre l'AIPAC, c'est-à-dire l'organisation américano-israélienne. C'est un lobby important et qui finance beaucoup de députés et de sénateurs. Et ce comité AIPAC agit en fait pour le compte d'une puissance étrangère. Et je crois que c'est important de mener une campagne contre cela. Deuxièmement, sur l'économie, les gens ressentent les effets de l'hyperinflation pour les raisons pour lesquelles Lénine Larouche avait mis en garde dès les années 1970. On a créé par la suite une monnaie artificielle. Le dollar est devenu une monnaie artificielle et Larouche disait le seul mètre à long duquel mesurer une économie, c'était la mesure humaine. Et tout à fait lié à cela, nous avons la question énergétique. Nous devons passer à une plateforme d'énergie nucléaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de preuves que l'activité humaine provoque un changement climatique au niveau de l'univers, mais nous savons certainement et nous avons bien des preuves selon lesquelles l'activité humaine et le manque d'infrastructures a beaucoup d'effets sur les suites des catastrophes naturelles. On savait, par exemple, au niveau des inondations, qu'il aurait été possible de bâtir des barrages, de détourner des fleuves, etc. Et c'est le contraire qui a été fait, laissant les populations à la merci des catastrophes naturelles. Et je pense qu'il faut avoir un débat scientifique ouvert et controversé sur le sujet. Je ne dis pas qu'il faut beaucoup de fracking et d'autres activités qui sont nocives pour l'environnement, mais nous avons besoin d'améliorer les conditions de vie et l'espérance de vie de la population humaine. Nous avons besoin de beaucoup d'eau potable, de l'air propre, etc. Alors, autre point, dans une interview que j'ai eue, je pense, avec Sputnik, on a demandé où sont partis les 15 millions de voix que Biden avait reçues en 2020.
Ce n'est pas vrai que ces voix ont disparu, bien sûr, mais ce que je sais à partir de l'État de New York, par rapport à l'élection de 2020, le secrétaire d'État avait certifié plus de 300 000 de voix de plus que le nombre d'électeurs inscrits sur les listes. Donc, ça, c'était le cas il y a 4 ans. Il y aurait eu peut-être le même type de fraude cette fois-ci. Sinon, tant que nous n'aurons pas réussi à faire comprendre une idée profonde de l'économie physique et de comment ça marche et de la perfectibilité de l'espèce humaine, euh, c'est-à-dire que nous n'arrivons jamais à la perfection, mais nous pouvons nous perfectionner, nous pouvons améliorer constamment nos sociétés et notre société doit prendre cela pour objectif. Pour cela, on ne peut pas avoir des eaux d'égout partout. On ne veut pas que les jeunes soient obligés de quitter l'école ou l'université à un jeune âge. Il faut faire en sorte que chaque être humain puisse développer tout son potentiel. Le génie n'est pas arbitraire. Il faut créer les conditions permettant de le favoriser. Et je crois que cette notion n'est pas comprise, pas seulement de la part de Donald Trump, mais encore plus des personnes autour de lui qui sont discutées comme membres du cabinet futur. Donc, il faut faire passer les principes scientifiques de l'univers, de la biosphère, de l'économie. Je sais que vous devez partir bientôt, mais vous pouvez peut-être répondre à une question, c'est l'implication des jeunes. Nous avons quelqu'un ici avec nous, une jeune étudiante en médecine. Donc, je vous demanderai en tant qu'ancienne militante à l'époque, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Monsieur Ramota? Je dois dire que ma visite aux États-Unis, ce que j'ai vu là-bas m'a donné beaucoup d'espoir parce que j'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient prêts à s'impliquer dans la politique. Tout récemment, j'ai eu une conversation avec Dennis Small et nous avons parlé de nouveaux moyens de contacter des jeunes pour éveiller leur conscience de ce qui se passe dans le monde. Et je dis qu'il ne faut pas oublier les vieilles méthodes qu'on utilisait, mais aussi avec cette génération des jeunes, vous voyez, vous avez peut-être vu que même pour moi-même, pour pouvoir entrer dans le Zoom aujourd'hui, j'ai dû faire appel à mon fils pour m'aider à me connecter, etc. Donc, nous sommes un peu en retard, arriérés dans ce sens-là, et les jeunes peuvent les exploiter tout à fait. Alors, ce que j'ai remarqué par rapport aux Américains, une chose qui semble perturber les consciences des gens, c'était à la conférence, c'était évoqué par Jimmy Dore, le comique.
Et lui semble, par exemple, avoir beaucoup d'effets sur les jeunes. Il est très suivi, donc il faut peut-être faire appel à des comiques euh, pour introduire ce côté-ci dans le débat. Et les jeunes peuvent nous apporter beaucoup. Je peux leur parler, si nécessaire, de mon expérience. J'en ai des années et des années. Très brièvement, dit Dennis Small, je dirais que l'un des thèmes courants, comme les gens l'ont vu dans les propos de Ramota et de Helga, c'est que la réalité a fini par s'imposer, contrairement au désir des utopiens en faveur du monde unipolaire qui pensent qu'il suffit de le répéter suffisamment de fois pour que le monde change effectivement. Nous avons aujourd'hui 4,7 milliards de personnes qui font partie des BRICS Plus ou qui vont devenir membres des VIX. C'est une voie très, très profonde et il y a un principe de réalité. Le président Ramota a parlé des pressions sur Trump, par exemple, sur la question d'Israël. Ce sont des forces puissantes, mais ce ne sont pas les forces qui définissent l'histoire. La force principale, c'est l'esprit humain, c'est la créativité. Et nous devons aujourd'hui prendre l'occasion pour faire en sorte que notre façon d'agir et de penser est cohérente avec la façon de fonctionner de l'univers. Et de cette manière, nous pouvons faire en sorte que les changements se réalisent. Marx l'a dit aussi, dit le président Ramota. Leibniz l'a dit aussi. Platon l'avait dit aussi. Nous pouvons faire en sorte que cela se réalise si nous nous y attelons. Les approches peuvent y différer de pays en pays, mais l'objectif commun du changement de la réalité, c'est la façon de penser. Ce n'est pas le moment de rester assis, de commenter ce qui se passe en étant assis confortablement dans son fauteuil. C'est ce que Isabelle a dit, Diane, etc. Et je voudrais demander maintenant à José de prendre la parole. Le président Ramotard doit nous quitter maintenant. Il a un autre rendez-vous. José, je vais juste répondre à ce que... Je voulais répondre à ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Nous avons lancé cette campagne dans l'idée de faire en sorte que, comme si nous avons déjà été élus. Par exemple, lorsque le docteur Perlmutter, quand on devait trouver une salle pour lui, parce que la salle à l'hôpital avait été annulée à la dernière minute. Où étaient les élus? Où était la députée de New York, Alexandra Ocasio-Cortez, par exemple?
Il y a beaucoup trop d'élus qui sont simplement des servants. Diane et moi, nous ne sommes pas des millionnaires, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, mais nous avons pu effectuer des changements pour aider des personnes comme Isabelle qui essaient de faire le nécessaire. Nous pouvons aider les autres à avancer leur cause aussi en ayant des connexions pour le docteur Sidois, pour le docteur Perlmutter. Et je pense que ce que nous entendons faire avec l'aide d'Isabelle et d'autres, nous nous sommes engagés à ce dernier meeting avec le docteur Perlmutter. Nous avons décidé d'organiser quelque chose de plus grand, de plus important. Nous allons continuer à essayer de faire entendre nos voix et à faire entendre notre vérité. Par exemple, pour qu'ils entendent ce que ces médecins ont à dire. Et Isabelle aussi. Je voulais juste ajouter cela. Alors, je demande à Isabelle ce qu'est le plan pour le futur. Dans les semaines à venir, qu'est-ce que vous comptez faire? Pour nous, les élections ne changent pas grand-chose à nos campagnes. C'est une annonce pour dire que si vous voulez participer à la discussion, intervenir, il faut cliquer sur la petite main en bas de l'écran. À mon école, au moins, notre mission ne va pas s'arrêter. Notre club s'efforce aussi d'informer plus de gens, de diffuser les voix des personnes comme ces médecins, y compris au niveau des médias sociaux, sur les newsfeeds, etc. Il y a beaucoup de travail qu'on peut faire en dehors des salles de classe. Je n'ai pas de droit constitutionnel à ma faculté, à mon université. Je n'ai pas la liberté d'expression. On peut réprimer ce que je fais. Je fais partie d'une coalition internationale d'étudiants en médecine. Et notre mission, c'est de recruter des médecins à travers le pays pour les activer et pour faire en sorte qu'ils deviennent actifs. Nous voulons créer un mouvement bien plus vaste et exercer des pressions sur tous les points possibles. Il y aura toujours de l'opposition de la part des institutions, nous le savons. Mais nous créons ainsi des mouvements alternatifs. Nous avons maintenant une campagne pour lever des fonds en faveur de la population de Gaza. Tout ne doit pas passer par des institutions. Nous avons aussi ces structures en dehors des grandes institutions. Alors, Helga, est-ce que tu as quelque chose à dire?
J'aimerais mentionner un aspect que nous avons discuté par ailleurs. J'ai regardé la vidéo du docteur Perlmutter et je dois dire que c'est tellement horrifiant de voir ces images, les images d'enfants morts, tués. Je ne trouve pas des mots pour le décrire. Alors, que faire de ces images? D'une part, il est clair que si le monde voit ces images, il ne sera plus possible de nier la réalité sur place. Donc, nous avons un désir très fort, immédiat, de diffuser ces images à tout le monde. Mais après, à la réflexion, j'ai réfléchi à ce que serait la réaction des jeunes enfants sans protection, qui n'ont pas la guidance de leurs parents ou d'autres. Et je crains que, OK, l'Internet est plein de laideurs, de choses laides et horrifiantes. On ne peut pas les contrôler. Donc, on ne peut pas complètement protéger les enfants. Mais je pense à ce que disait Platon par rapport à la Grèce antique, c'est-à-dire que les enfants à l'époque ne devaient pas regarder les pièces, les drames des grands auteurs tragiques. Comme vous le savez, ces pièces sont très violentes. Il y a de l'inceste, il y a des combats entre familles, etc. Et il montre que l'esprit des enfants n'est pas prêt à digérer ou à travailler ce genre de concept. Donc, je pense que même pour la cause la plus légitime au monde, on ne peut pas exposer les enfants à cela, même si l'oligarchie utilise constamment la violence et la laideur pour contrôler les populations. Donc, la seule voie de sortie que j'ai vue, euh, c'était d'alerter avant tout les médecins et le personnel soignant, parce que les médecins ont une vision un peu différente. Ils voient des horreurs, ils voient des choses comme cela. Donc, le choc est moins profond, disons. Et je pense par conséquent que nous devons lancer une campagne auprès des médecins et auprès des personnels de santé. Et je pense que je voulais demander à Isabelle ce qu'elle en pense. Alors, vous me demandez de répondre à... Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon idée, de ma crainte que les enfants voient ces images et qu'ils ne soient pas émotionnellement préparés ou en mesure de traiter ces images? Comment jugez-vous cela de votre point de vue? Oui, c'est un argument important par rapport à mes pères. Je sais qu'ils le voient tous. Euh, nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce qui se passe parce que nous, en tant qu'Américains privilégiés, nous devons au moins porter témoin de ce qui se passe. Pour les enfants plus jeunes, oui, peut-être qu'ils ne doivent pas être au courant. Mais il y a tellement de dissociation entre la réalité sur place à Gaza et ce que savent les Américains
Et cela ne peut que aider indirectement les atrocités. Donc, le trauma que nous allons ressentir en regardant ces images est nécessaire pour les personnes plus âgées, enfin, pour les jeunes adultes, parce que sinon, on ne fait que permettre la mort d'encore plus de gens. Moi, je peux dire que je pense qu'il faut faire nous devons faire une mobilisation ici à New York parce que pour les jeunes en médecine ou les médecins, etc., Ils ont dit donc, ces chirurgiens, ces infirmiers, qu'ils ont été dans beaucoup de théâtres de guerre, mais que dans aucun de ces théâtres de guerre, ils n'avaient vu de quelque chose d'aussi horrible que ce qu'ils voient aujourd'hui à Gaza. Nous devons créer une mobilisation rapide de gens, qui que vous soyez un étudiant, un médecin, un jeune médecin, un médecin expérimenté, un chirurgien, un infirmier, qui que vous soyez, il faut se mobiliser. Donc, Isabelle dit, je voulais l'étudiante, donc, et je dis, bon, je pense que les médecins, donc leur rôle, ils ne doivent pas blesser, ne pas faire, mais si on laisse faire, si on ne dit rien, eh bien, on laisse faire la chose qui fait du mal. Et donc, il y a eu aussi des médecins, des chirurgiens qui ont témoigné. Ils ont vu, notamment, ils ont dit un enfant être tué à la tête par des snipers plusieurs fois. Ils ont tiré plusieurs fois. Donc, l'armée israélienne cible les enfants. Il n'y a pas de question d'ethnie là. Il cible des enfants. Quand nous voyons la population à Gaza, qui est composée d'énormément d'enfants, qui est prise pour cible, je pense que cela enlève toute, toute inquiétude de savoir est-ce que nous sommes traumatisés, comment est-ce que nous devrions réagir. Ce qui leur arrive à eux n'arrivera jamais à nous, donc nous devons agir pour arrêter ce massacre. Gazep Larouche dit, je ne suis pas contre la mobilisation, mais je dis qu'il faut faire en sorte que la communauté médicale du monde entier doit être unie, doit travailler. Vous êtes dans un club, il y a différentes organisations, vous pourriez faire un appel et nous pourrions aider en tant que coalition pour la paix à faire circuler dans le monde un appel aux différents étudiants, médecins, infirmiers, un appel international pour unir les différents médecins, infirmiers, pour unir les forces au niveau international. Et ainsi, nous pourrions faire beaucoup. Ça pourrait nous renforcer. Denis Speed dit, je veux dire quelque chose aussi. Quand nous avons parlé au docteur Promota, nous avons fait une interview de 50 minutes. Nous avons d'abord utilisé une petite partie, la description qu'il a fait dans cette interview. Il n'y avait pas d'image, mais c'était vraiment très explicite. C'est une description terrible. S'il y a une question de savoir qu'est-ce que nous allons faire sur Internet, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lui reparler. Nous devons voir que est-ce que les descriptions sont assez claires? Et, euh, et José, tu fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et donc, tu as des idées là-dessus. Il y a d'autres gens qui,
qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Docteur Mikamo, qu'elle a écrit Kainen, qu'elle sera là dans quelques jours. Elle vient d'arriver elle a différentes choses, elle est occupée aujourd'hui, mais elle veut participer à d'autres occasions. José dit, il y a des choses créatives qui peuvent être faites. Je sais que dans Caroline du Nord, il y a des militants là-bas qui avaient organisé une projection d'un co-documentaire sur ce qui se passe à Gaza, pas directement uniquement sur ce que Marc fait face, mais sur ensuite, il y a eu une question-réponse avec le docteur Promoter, des discussions. Les gens ont vu ce documentaire qui aurait pu être vu à la télé. Et un rapport donc de quelqu'un qui était à Gaza trois semaines à Gaza. Et en fait, il y a aussi donc des gens, on les a mobilisés à venir dans l'église, regarder le film. Et ensuite, docteur Marc Promoteur vient pour une discussion. Ça fait une façon de faire agir les gens, de les faire participer, de les faire parler. Je pense qu'il y a des gens importants à Genève qui voudraient être avec le docteur promoteur, qui voudraient, qui pourraient participer dans des réunions par Zoom, puisqu'ils peuvent pas forcément se rencontrer en physique, faire une conférence ensemble. Et ensuite, vous prenez l'enregistrement de cela pour le diffuser. Ce que nous avons vu avec le dernier événement, il y avait des gens qui filmaient avec leur téléphone. Ensuite, ils le mettaient sur les réseaux sociaux sans qu'on ait à le faire. Différentes personnes le faisaient parce qu'ils pensaient que c'était la bonne chose à faire. Donc, faire en sorte que ce soit de haute qualité et le plus possible facilement accessible à voir pour beaucoup de gens dans le monde, que ce soit répandu dans les réseaux sociaux. C'est la façon dont on peut le plus facilement faire connaître ce que le docteur promoteur fait. Est-ce que vous avez vu cela aussi Oui, elle dit, elle fait oui de la tête. Je pense, le premier endroit où je suis allé avec le docteur promoteur, il avait demandé aux gens de ne pas filmer, peut-être parce que cet événement n'était pas public, mais je suis d'accord sur le respect de ces gens qui sont morts, qui ont été tués. Nous ne devrions pas faire circuler il faut faire circuler les images de manière respectueuse. Les Palestiniens nous demandent de partager ces images, donc il faut prendre ça en considération qu'ils veulent que ils veulent que nous les partagions, ces images. Diane dit, je suis d'accord euh, avec les inquiétudes d'Elga de ne pas faire tout sortir, absolument tout. Le New York Times avait, avait des photos qui, qui, qu'ils ont montrées où on ne voit pas toutes les choses qui sont gore, mais on voyait très clairement qu'il y avait des, 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 des balles tirées dans le visage d'enfants. Je ne veux pas tomber dans une catégorisation des choses. Et nous avons vraiment une culture de le sang, le porno, nous avons une culture de la violence. Nous voulons pas tomber là-dedans, nous voulons avoir un respect pour les gens. Je pense que nous pourrions avoir des choses assez interactives parce que les docteurs n'ont pas, non, les docteurs peuvent montrer quelque chose avec des images très, très attentivement sélectionnées. Et après, si vous êtes quelqu'un qui va agir en justice, contactez et vous pouvez avoir l'ensemble des documents avec toutes les photos, avec toutes les preuves, parce qu'il faut aller de l'avant. Je pense que c'est une question assez difficile parce que d'une certaine façon, nous voulons montrer que l'humanité est doit être au-dessus de ce genre de carnage. Et en même temps, il y a des gens qui nient, qui veulent nier que ces crimes sont connus, sont commis avec cette férocité. Et donc, si l'on en pense, nous pouvons réussir à faire en sorte que ce soit suffisamment puissant
pour ne pas, pour ne pas sombrer dans cette culture du gore, des images violentes justement du problème de la culture actuelle. Elga dit ce que nous devrions faire aussi, au moins dans tous les pays où il y a des membres de la coalition pour la paix, nous devrions regarder dans les parlements s'il y a des parlementaires avec, avec une compétence de formation médicale. Nous devrions, nous devrions leur demander de faire une présentation à leur parlement pour y avoir des médecins qui puissent aller faire ces présentations. Donc, vous pourriez faire peut-être des choses plus ciblées pour avoir un effet maximum, car nous ne réussissons pas à faire le changement si nous faisons, si nous détruisons l'esprit des jeunes gens. Il faut faire réagir les adultes. Je pense aussi, dit Denis Speed, que ce qui est dit là, c'est que nous allons avoir dans les élections, dans les vacances aux États-Unis, et il va y avoir un- il va y avoir beaucoup de gens qui vont penser à tout cela, et je pense qu'il faut faire les choses de manière artistique. Il faut amener cette chose au-delà de la brutalité, de la simple brutalité, mais aussi à rendre il faut que les docteurs, les élus doivent être poussés à prendre leurs responsabilités. Et, et il y a des gens qui nient la chose, qui ont empêché à des étudiants en médecine de voir de ce débat. Et il y a eu des réactions immédiates pour qu'il puisse avoir lieu. Ça, c'est bien. Et de cette façon de faire vous met plus dans les bonnes conceptions sur qu'est-ce qu'est la loi naturelle et sur l'objectif de la vie humaine. Quel est le sens de la vie inhumaine? Et là, on dénonce les gens qui détruisent la vie humaine. Je pense que, comme Elga l'a déjà dit, il faut voir ça avec les docteurs, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Peut-être qu'ils ont une approche différente de ce que nous pensons. Et peut-être des choses vont s'ouvrir. Alors, il y a 10 personnes qui ont levé la main. Il y a eu une discussion très fructueuse et nous devons continuer à discuter, mais nous devons passer maintenant à la période de questions-réponses pour que tout le monde puisse participer. Denis Speed dit, donc voilà, ben Denis Small va prendre le relais pour la modération. Donc, nous allons maintenant arrêter le live parce qu'en anglais, c'est en direct sur YouTube. Donc, il est juste en train d'expliquer aux gens qui veulent, qui suivent sur YouTube, ben, ils doivent s'inscrire sur le site de l'Institut Schiller pour avoir le lien de connexion. Donc, nous allons maintenant passer à la période des questions-réponses. Vous pouvez lever la main. En bas de votre écran, il y a une main, un dessin d'une main avec marqué lever la main.